Monsieur l'ambassadeur, messieurs les attachés militaires, monsieur le vice-doyen, chers collègues, chers membres de la famille belge, chers étudiants, je dirais surtout, et chère Claire, euh, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette première séance de 4 conférences données par Claire Andrieux. Claire qui viendra nous présenter son livre Tombé du ciel, les civils face aux pilotes abattus en Europe. Donc nous avons cette séance inaugurale aujourd'hui et il y en aura 3 autres ce jeudi prochain et le jeudi 1er décembre. Et donc le programme figure dans la communication que vous avez reçue et on le repassera. C'est un jour un peu particulier pour cette chaire parce que nous avons aujourd'hui le plaisir d'organiser la 10e livraison de cette chaire, une chaire qui a été créée il y a donc plus de 10 ans à l'initiative du baron Welg, qui était un grand passionné d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et qui nous avait contactés pour organiser cet événement sur plusieurs années qui, malheureusement, mais Baudouin-Welg nous l'expliquera, malheureusement, nous a quittés avant d'avoir pu voir le début de la réalisation de ce projet. Et donc, ses fils, et Baudouin-Welg en particulier, ont pris le relais
et nous ont permis d'organiser donc maintenant déjà 10 livraisons de cette chaire. L'objectif qu'on s'était fixé pour cette chaire, c'était de donner la dimension véritablement mondiale de l'événement aux différentes approches historiques. Aussi d'encourager des travaux qui nous ont frappés comme innovatifs, comme courageux et parfois comme controversés. Et c'est ainsi que nous avons eu comme tout premier invité Timothy Snyder, qui à l'époque venait juste de publier son livre Bloodlands, Terre de sang, un livre dont l'accueil avait été d'ailleurs assez critiqué à l'époque où son traitement intégré de la guerre nazie et de la guerre stalinienne avait froissé certaines sensibilités, notamment dans le milieu des historiens allemands. Et donc, Timothy nous a fait l'honneur d'une passionnante série. Entre-temps, Timothy Snyder est devenu une célébrité, notamment dans ses analyses de la guerre en cours. Mais voilà, c'est lui qui a ouvert la série. On a ensuite eu le plaisir d'avoir Tsuyoshi Hasegawa, un grand historien japonais qui enseigne en Californie et qui a vraiment revisité le recours par les États-Unis à la bombe nucléaire pour terminer cette guerre avec une approche qui est là aussi critiquée et assez controversée. Et un livre d'ailleurs que nous avons pu traduire, un des 3 livres qui ont été publiés dans le cadre de cette chaire et qui sont d'ailleurs encore disponibles. Ils sont là, vous pourrez les consulter si vous voulez et d'ailleurs les commander aussi parce que ça vaut vraiment la peine. Ensuite, donc après avoir eu cette confrontation dans les Bloodlands en Europe, sur le front de l'Est entre la Wehrmacht et l'armée rouge, avoir le front japonais, on a invité Filippo Focardi qui, en 3e lauréat, nous a aussi offert une approche très critique du rapport de l'Italie à son passé, l'Italie qui était alliée de l'Allemagne nazie, mais qui s'est plutôt profilée comme victime du nazisme que comme son complice, des débats mémoriels qui évidemment résonnent encore aujourd'hui, et peut-être aujourd'hui plus que jamais, vu les événements politiques récents en Italie. On a ensuite fait un retour vers l'Ukraine avec Andrei Portnov, qui, dans sa série de conférences, nous a présenté la guerre en Ukraine, mais tout particulièrement aussi l'écho de la grande guerre patriotique en Ukraine au moment où il nous livrait ses réflexions, qui était d'ailleurs l'époque de l'Euromaïdan, donc de cet événement absolument crucial dans l'histoire ukrainienne et qui en quelque sorte préfigure ce que nous vivons aujourd'hui. Notre 5e lauréate était Kerstin von Lingen, qui, elle, nous a présenté ses travaux sur la genèse de concepts de droit international et tout particulièrement la notion de crime contre l'humanité. En 2016-2017, c'est Pavel Makevich que nous avons accueilli. Pavel Makevich que nous avons aussi accueilli dans un contexte très particulier. Pavel est un grand historien polonais de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Il a été l'initiateur et le directeur, le créateur du musée d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale à Gdansk. À mon avis, et c'est un avis partagé par beaucoup de collègues, sans doute le meilleur musée avec la plus grande ambition internationale consacrée à la Deuxième Guerre mondiale en Europe et dans le monde. Au moment de l'accueillir, Pavel Makevich avait été limogé de son poste de directeur du musée, car cette représentation-là de la Deuxième Guerre mondiale était contraire l'ambition de réinterprétation de l'histoire polonaise par le gouvernement PiS qui voulait une attention exclusive pour le martyr et l'héroïsme polonais et supportait très mal cette insertion de l'expérience polonaise dans un très large cadre européen. Et donc voilà, c'était une belle occasion pour aussi reconnaître le courage de ce collègue et les vexations dont il a été la victime. Et d'ailleurs, nous venons de publier la traduction française de son livre sur
cette bataille pour ce musée et pour une autre approche de l'histoire en Pologne, un ouvrage que vous trouverez aussi, que je vous recommande très chaleureusement. Oui, d'ailleurs, le livre de Filippo Focardi est le troisième de ses ouvrages qui rendent accessible en langue française ses contributions extrêmement novatrices de la Deuxième Guerre mondiale. En 17, ce fut le tour à Florent Braillard, qui est venu nous présenter le projet d'une édition scientifique de Mein Kampf, euh, quelques années d'ailleurs avant la sortie effective de la version française de cette édition scientifique, qui avait été précédée par une édition scientifique en allemand. Ce projet avait suscité une controverse en France, des appels au boycott, qu'on ne pouvait pas rééditer Mein Kampf, alors que le projet d'une édition scientifique aurait, au contraire, une autre fonction à remplir, justement, de mettre cet ouvrage fermement dans un cadre de recherche historique et de le sortir de traitements plutôt mythifiés sur son contenu, sur son impact. Il s'agissait voilà, de vraiment endiguer cette œuvre dans un appareil critique et ce fut là aussi une occasion d'aborder ce débat ici à Bruxelles. Pour la 8e édition, on a changé radicalement de format, car c'est un spectacle théâtral et musical que nous avons produit à Beaux-Arts avec Philippe Sands. Philippe Sands qui était à ce moment-là l'auteur du livre East-West Street, d'ailleurs qui a été traduit en français. Je Retour à Lemberg, par Retour à Lemberg, un best-seller international qui part de la trajectoire biographique de Lauterbach et de Lemkin, deux grands-pères du droit international qui sont originaires de Lviv, Lvov, Lemberg. Mais donc, même avant d'avoir publié ce livre, qui suit une trame biographique avec une mise en récit captivante, il avait produit un spectacle théâtral et musical. Et donc, il s'agissait là, je pense, d'une forme de mettre en récit l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale qui était particulièrement intéressante. Et ce fut un grand défi pour nous de produire, en effet, un spectacle dans une salle de spectacle avec une troupe. Mais je pense qu'on peut s'en féliciter, que c'était une très belle expérience. Et juste avant que le Covid nous a obligés à une trêve de 2 ans, nous avons pu inviter Yorgos Antonio, qui lui nous a présenté cette guerre dans les Balkans et tout particulièrement l'expérience de la guerre en Grèce, une guerre qui ne s'est pas terminée en 1945, mais s'est prolongée par une guerre civile jusqu'en 1949. C'était là aussi une expérience et une ouverture très intéressante. Donc voici les 3 ouvrages qui ont été traduits et publiés par les éditions de l'Université de Bruxelles grâce au fonds de notre chaire. Et voici, comme point d'aboutissement d'une décennie de conférences sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, la série de conférences de Claire Andrieux, mais je l'introduirai très brièvement après avoir donné la parole à Baudouin Welg, parce que je pense que j'espère vous avoir convaincu qu'en disant on a été ambitieux géographiquement, thématiquement, on a été, je pense, téméraire parfois, on n'a pas frôlé la controverse, on a stimulé le débat, donc des ambitions on en a eu. Encore fallait-il avoir les moyens de nos ambitions, et les moyens, on les a trouvés grâce à la générosité de la famille belge. Et je tiens à les remercier très chaleureusement. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement Baudouin parce qu'il a repris le flambeau de son père. Je ne suis pas sûr que son père aurait été totalement satisfait de l'approche, de la tournure qu'a pris cette chaire, lui qui était un grand fan de l'histoire militaire, mais avec Baudouin, il a toujours porté un intérêt personnel à toutes les thématiques qu'on a pu aborder, à chaque sélection d'un lauréat. On en a discuté ensemble, on a échangé des livres et ça a vraiment été un partenariat très stimulant, un soutien qui va bien plus loin qu'un soutien financier, un soutien intellectuel et moral. Et je le félicite, je le remercie très, très chaleureusement pour cela et je lui cède la parole.
Merci Peter pour ces très gentils mots. La réalité, c'est que le vrai boulot, c'est lui qui le fait. En tout cas 99%, 99%, pardon, monsieur l'ambassadeur. Et donc, je crois effectivement que si cette chaire a été une réussite sur les 10 dernières années, je crois qu'on peut vraiment le dire que c'est une réussite. On le doit en très très grande partie au travail infatigable de Peter qui est vraiment la personne derrière tous les vainqueurs que nous avons eus. Alors, monsieur l'ambassadeur, merci d'être là, messieurs les militaires, messieurs, madame les professeurs, monsieur le vice-doyen, chères familles, chers amis, merci de votre nombreuse présence, mesdames et messieurs les étudiants également, et bien sûr, cher professeur Andrieux. C'est un grand plaisir de vous retrouver tous ici, si nombreux, après les années d'absence dues au Covid. Et comme le rappelait tout juste le professeur Lagroux, la première édition de cette chaire se tenait il y a 10 ans, le 7 mai 2012, en présence du prince Philippe, encore prince à l'époque pour un an, et de très nombreuses personnalités, dont entre autres l'ambassadeur des États-Unis, Howard Gutman. La chaire, comme l'a dit Peter, était une idée de mon père, qui voulait ainsi honorer son ami, le grand historien belge Jean van Welkenhuizen. Papa avait en effet développé une passion pour l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, qu'il connaissait d'ailleurs très bien, et sa collection de livres sur le sujet est très impressionnante puisqu'elle occupe absolument tout le grenier de sa maison. Il s'était lié d'amitié avec Jean van Welkenhuizen, historien de l'ULB et premier directeur du Centre de recherche et d'études historiques de la Seconde Guerre mondiale, ce qui s'appelle aujourd'hui le CG-SOMA. Et tous les deux étaient convaincus que la connaissance du passé permet de mieux répondre aux défis du présent. Alors il a eu l'idée d'inviter chaque année ses fils et ses petits-fils et ses petits-enfants à visiter un champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale en compagnie de Jean van Welkenhuizen, qui faisait revivre les événements et les plaçait en perspective. Comme l'a dit Peter, c'était effectivement plutôt de l'histoire militaire qui est un peu oubliée maintenant, peut-être malheureusement quand on voit ce qui se passe en Ukraine. Et d'ailleurs, plusieurs amis se joignirent progressivement aux expéditions, qui étaient un grand succès. On a eu l'occasion d'aller, entre autres, dans les Ardennes, sur la ligne Maginot, à Dieppe, et même à Londres pour la bataille d'Angleterre et les War Rooms de Churchill. Alors, à la mort de Jean van Welkenhuizen, en février 2008, papa a voulu honorer sa mémoire de façon durable. Et il a contacté Didier Vivier, qui n'était pas encore recteur, mais qui était doyen de la faculté de philosophie et lettres, pour étudier la mise en place d'une chaire à l'ULB. Et le projet était sur le point d'aboutir lorsque malheureusement il est décédé. Mais évidemment, maman, mes frères et moi avons décidé de se mener ce projet à bien et c'est ainsi qu'a été créée cette chaire. Alors, elle s'est rapidement construite une solide réputation en récompensant les historiens de tout premier plan, Peter l'a rappelé, qui n'hésitent souvent pas à secouer les vérités établies. Ainsi, le premier titulaire fut effectivement Timothy Schneider, professeur à Yale, un des plus brillants spécialistes de la Shoah et de l'histoire de l'Europe centrale, et qui, depuis lors, effectivement, est devenu une célébrité intellectuelle, une personne dont l'opinion compte. Lorsque le jury le sélectionna en 2012 pour son livre Bloodlands, Peter l'a rappelé, il était loin de faire l'unanimité dans la profession. Certains l'accusaient de mettre au même niveau le nazisme et le stalinisme et d'ainsi dédouaner les horreurs du nazisme. Mais depuis lors, son livre est un très grand succès. Il a été traduit en 28 langues. Il a gagné de nombreux prix, dont le prix Hannah Arendt, qui ne souhaite pas seulement honorer un travail universitaire, mais aussi un engagement en public. Et c'est bien, je crois, ce que ça fait sans relâche Timothy Schneider depuis lors. En 2017, après l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, il a publié un livre On Tyranny, 20 Lessons from the 20th Century. Et le livre se concentre sur le concept de tyrannie dans le contexte de la politique moderne des États-Unis. Et il analyse l'histoire européenne récente pour identifier les conditions qui peuvent permettre aux démocraties établies de se transformer en dictature. Et il donne 20 instructions sur la manière de combattre la montée de la tyrannie, telle entre autres la défense des institutions, le refus de s'autocensurer, et comme il y a marqué là, do not obey in advance.
Le livre a été un grand succès, a été en tête des best-sellers de New York Times en 2017 et est resté 4 ans sur la liste des meilleures ventes américaines. Le livre qu'il a publié 1 an après, The Road to Unfreedom, met l'accent sur l'influence de Poutine et de ses proches sur l'Europe et les États-Unis, ainsi que sur leur instrumentalisation des médias sociaux, notamment en lien avec l'élection de Trump et du Brexit. Et la guerre en Ukraine a incité Schneider à rédiger de nombreux articles sur les tenants et aboutissants de la guerre, mais il a également donné un cours à Yale sur l'histoire de l'Ukraine. Et ce cours, c'est probablement un des bénéfices de la crise du Covid, est disponible online sur YouTube. Vous pouvez tous le regarder et c'est un très très grand succès puisque plus de 2,5 millions de personnes ont déjà regardé ces cours et je ne peux que vous les conseiller. C'est absolument passionnant et c'est un plaisir d'écouter un prof de ce niveau-là et de savoir que nous l'avons eu chez nous il y a 10 ans. Notre jury, d'ailleurs, comme l'a rappelé Peter, a été rapide sur la balle et c'est ainsi qu'en 2014-2015, le lauréat fut l'historien ukrainien Andrei Portnov, qui nous expliqua, au lendemain de l'annexion de la Crimée et de l'invasion du Donbass, comme les langues russes et ukrainiennes étaient parlées toutes les deux par la grande majorité des Ukrainiens et que donc la question linguistique était une invention poutinienne. D'ailleurs, de passage à Bruxelles, il y a quelques mois, Portnov n'hésita pas à imputer l'erreur d'appréciation des Russes par rapport à la résistance ukrainienne que nous rencontrons au mythe tenace de cette coexistence de 2 Ukraines, l'une intimement russe et l'autre nationaliste. Ce qui prouve une fois de plus que la méconnaissance de l'histoire peut avoir des conséquences bien dramatiques. La recherche historique ébranle d'ailleurs souvent les idées reçues et suscite parfois des vives controverses. Nous l'avons vécu en direct 2 fois. Ainsi, lorsque le professeur Antoniou aborda la guerre civile qui suivit la Deuxième Guerre mondiale en Grèce et expliqua que de nombreux collaborateurs nazis étaient devenus par après des fonctionnaires tout à fait respectés, alors que les vrais résistants, en fait la gauche grecque, avaient été dénoncés par le pouvoir et s'étaient retrouvés soit en exil, soit en prison. Un membre de l'Assemblée, il était assis là à peu près, je m'en souviens très bien, s'est levé et s'est lancé dans une terrible tirade contre les opinions perverses de la gauche universitaire. Et l'ambassadeur de Grèce, qui était présent, comme vous l'êtes aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, merci à vous, m'a dit que malheureusement, c'était ce genre d'intervention était très fréquente en Grèce, où apparemment la guerre civile et le passage des colonels n'a toujours pas été bien digéré. Et quelques années plus tôt, c'était l'ambassadeur américain Howard Gutman, et ceux d'entre vous qui connaissent peuvent comprendre pourquoi ça a pu arriver, qui s'était insurgé contre le professeur Hasegawa lorsqu'il avait suggéré que le bombardement nucléaire de Hiroshima et de Nagasaki aurait pu être qualifié de crime de guerre. Gutman protesta violemment et traita le professeur d'ingrat, puisque tout japonais qu'il était, il avait été nommé prof dans une université américaine et qui se permettait de critiquer ainsi les États-Unis. La même question du crime de guerre apparaîtra peut-être d'ailleurs tout à l'heure, madame, dans votre sujet, puisque les bombardements anglais et américains sur l'Allemagne sont certainement sujets à ce genre de questionnement également. D'ailleurs, le concept crime de guerre a été 2 fois au centre des recherches que nous avons présentées. D'abord en 2015-2016, lorsque Kirstine von Lingen a abordé le sujet de l'évolution du concept qui a mené finalement au procès de Nuremberg. Et puis évidemment en 2018-2019, où la chaire s'est déplacée à Beaux-Arts pour le formidable spectacle de Philip Sands, A Song for Good and Evil, basé sur son non moins formidable bouquin Retour à Lemberg. Et c'est d'ailleurs assez extraordinaire de se rendre compte que les sujets s'imbriquent, puisque la ville de Lemberg, autrefois située en Pologne, est autre que le Lviv actuel, situé en Ukraine, et qui apparaît très souvent dans l'actualité. Sands a écrit un nouveau bouquin depuis lors, The Rat Line, ou La Filière, qui retrace la fuite du gouverneur SS de Galicie, aujourd'hui l'ouest de l'Ukraine,
D'abord dans les montagnes autrichiennes, ensuite au Vatican, avant de mourir dans les circonstances mystérieuses à Rome. L'enquête méticuleuse de Sands dresse un tableau saisissant de l'échiquier politique à la fin de la Seconde Guerre et à l'aube de la guerre froide, et je ne peux que vous le recommander si vous ne l'avez pas encore lu. Ça a d'ailleurs été un grand succès de librairie. Comme vous le voyez, le choix des lauréats a souvent été très judicieux, et je crois qu'on peut être très fier du palmarès de cette chaire. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous faire part que mes frères et moi avons décidé de poursuivre notre soutien à la chaire, qui, initialement désignée pour 10 ans, va se prolonger 5 ans au moins encore. Donc, nous espérons pouvoir vous revoir encore ici pendant au moins 5 ans. Mais le moment est venu d'écouter la lauréate de cette 10e édition, qui honore le travail de recherche formidable de la professeure Claire Andrieux sur la manière dont les civils se sont comportés en Angleterre, en Allemagne et en France par rapport aux pilotes descendus au-dessus de leur territoire. Et vous vous rendrez ainsi compte que l'histoire du film préféré des Français et de beaucoup de Belges, La Grande Vadrouille, est bien proche de la réalité. Mais je redonne la parole au professeur Lagroux qui va introduire l'oratrice de ce soir. Merci d'être venu et merci pour votre attention. Je ne vais pas faire justice à la très riche carrière de Claire Andrieux et son abondante production, car vous êtes venu pour l'écouter elle et pas pour m'écouter moi. Mais donc, Claire Andrieux est une grande historienne de la Deuxième Guerre mondiale en France et au-delà, a écrit un livre fondateur sur le programme commun de la résistance, a ensuite travaillé sur un sujet très difficile et technique sur la banque sous l'occupation, a été la cheville ouvrière de la très grande enquête publique sur la spoliation financière pendant le régime de Vichy en France, a publié le livre sur le club Jean Moulin en 2001, et nous l'honorons aujourd'hui pour son livre Tombé du ciel. Elle vous le présentera, mais juste un mot, promouvoir l'histoire, une histoire internationale de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, c'est plus vite dit que fait. Faire l'histoire comparée est une œuvre très compliquée. La plupart des historiens ne s'y livrent pas, et ceux qui s'y livrent finissent souvent par comparer des choses qui sont finalement relativement peu comparables. Ce que tous ceux qui ont lu le livre auront apprécié, cette idée, je pense qu'on peut le dire, cette idée de génie, de prendre un terrain très concret. Que se passe-t-il quand un avion tombe et on récupère les membres de l'équipage? Finalement, c'est là l'arbitraire le plus total. Rien n'est programmé sur l'endroit où tombent ces membres d'équipage. Et donc, cet hasard devient après révélateur des comportements en temps de guerre de la société civile. Et c'est à travers cet angle extrêmement concret, une enquête minutieuse et exemplaire, que Claire Andrieux revisite l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et va du plus près du terrain, littéralement de là où tombent les hommes d'équipage, à une discussion très érudite, souvent très frontale, avec les historiographies britanniques sur le People's War, français sur collaboration et résistance, allemand sur le degré de nazification de la société allemande. Donc, je pense qu'on n'aurait pas pu rêver une meilleure lauréate pour cette 10e édition que Claire Andrieux. Je la remercie très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et je lui cède la parole. Merci.
Vous m'entendez mieux? Oui. Bon. Donc, je renouvelle chaleureusement mes remerciements pour cette invitation qui m'honore et qui me donne l'occasion de vous faire part de mes recherches, qui ont duré un temps certain, puisque mon premier déplacement en archives pour ce livre date de 2003. Et la raison en est que, en fait, j'avais 3 terrains. J'avais la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Et ça a multiplié le temps de préparation. Je vais aujourd'hui présenter un panorama général du livre, sachant que dans les jeudis suivants, je vais aller plus en profondeur sur chaque pays et en posant plus de questions de sources et de méthodes, parce que naturellement, toutes les conclusions auxquelles on aboutit dépendent des prémices. Donc aujourd'hui, je serai plutôt dans les conclusions. Et je vais commencer par un tableau très bref de la situation des populations au regard des aviateurs tombés et aussi des soldats, car il y a des soldats fugitifs en Europe. L'Europe continentale est pleine de fugitifs, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et ce que l'on constate, c'est un vif contraste par pays. C'est un contraste, c'est presque thèse-antithèse. Et dans l'ordre chronologique, j'ai d'abord regardé mai-juin 40 en France, l'invasion, et les soldats de la Luftwaffe qui tombent au sol. Et comment sont-ils accueillis? Ils sont accueillis très fraîchement. Et on peut parler de résistance à l'invasion concernant cette arrivée de pilotes, bien souvent en avant des lignes, hein, dans un terrain qui n'est pas encore occupé. Mais dans des circonstances où chacun sait que la Wehrmacht est tout près. Et cet accueil donc, de résistance à l'invasion, je prends le terme de la Convention de La Haye de 1899, renouvelée en 1907 et confirmée par les conventions de Genève de 1929. Cette résistance à l'invasion, elle est manifeste et elle est, me semble-t-il, générale. Et je vais revenir sur ce point. En ce qui concerne la chronologie, ce qui vient tout de suite après, c'est la bataille d'Angleterre. La situation en Angleterre est tout à fait différente parce que les pilotes de la Luftwaffe sont plutôt bien accueillis, en ce sens qu'ils sont reçus avec une tasse de thé, peut-être pas un whisky. Le whisky, c'est pour les Britanniques qui tombent sur leur propre sol. Mais ils sont reçus de manière fort civile. Et cela sur la durée de la guerre. Il y a donc là une continuité, un tableau, je dirais, pacifique des civils britanniques en guerre qu'il faut analyser, hein, et qui n'est donc pas celui des Français en mai-juin 40. Et puis, chronologiquement toujours, c'est la France occupée. Et là, on constate une solidarité systématique à l'égard des soldats britanniques coincés en France après Dunkerque et des alliés en général, les pilotes britanniques, canadiens, de tout le Commonwealth et américains. Et cette solidarité systématique suppose clandestinité. Et là, on est dans la résistance avec un grand R. Maintenant, si je passe de l'autre côté du Rhin, la première partie de la guerre, les pilotes, d'abord surtout britanniques, tombent et sont immédiatement pris en charge par la Wehrmacht et envoyés en camp de prisonniers de guerre. Donc pour ce qui me concerne, il y a très peu de civils dans l'histoire. C'est la Wehrmacht est là partout. En revanche, à partir de l'été 43, il se développe une pratique chez les civils qui consiste à lyncher les pilotes. Alors, il faut s'entendre sur ce mot de lynchage qui n'a pas le même sens en américain, en français et en belge, je ne sais pas. Mais en français, un lynchage, ça n'est pas forcément meurtrier. Aux États-Unis, un lynchage, c'est meurtrier. En français, ça n'est pas forcément meurtrier. Mais j'ai appelé lynchage un mauvais traitement grave, sérieux, hein, sur un pilote. Non pas des coups de poing. Je ne pas considérer que les coups de poing, des coups de pied,
et je ne considère pas cela comme un lynchage. Je parle de lynchage quand il s'agit de blessures infligées délibérément, de manière prolongée, enfin, un cas sérieux de mauvais traitement. Donc, en Allemagne nazie, à partir de 1943, j'estime à hauteur de 10% le nombre d'aviateurs qui ont été lynchés, donc très sérieusement agressés, voire tués. Voilà. Et cette situation est spécifique de l'Allemagne. On ne rencontre pas de lynchage, même si on veut pousser un paradoxe, même dans les régions très bombardées, que ce soit en Angleterre ou en France. Il y a là donc des contrastes et ce que j'ai voulu, c'est les analyser. Le risque, quand on repère des contrastes aussi marqués, c'est de tomber dans ce qu'on appelait autrefois la psychologie des peuples et donc de conclure à la mode des blagues d'enfants des années 60, l'allemand est comme ci, le français est comme ça, et l'Angleterre, voilà, et l'anglais. Donc, je fais exactement le contraire. C'est-à-dire, je pars d'un constat et je cherche pourquoi. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse constater des comportements qu'on a en droit de qualifier de collectifs parce qu'ils sont statistiquement très représentatifs et, dans certains cas, complètement spécifiques. Voilà. Et ce à quoi j'aboutis, pour vous donner la fin de l'histoire, c'est que je réhabilite une notion qui est assez discutée chez les historiens, qui est celle de culture politique nationale. Et pour ma part, je considère que la culture politique nationale est un facteur explicatif essentiel. Alors, ce n'est pas le seul. Il y a aussi le régime politique. Et naturellement, le régime politique peut peser très fort, mais pas forcément. Il y a donc, pour moi, je considère qu'il y a 3 paramètres évidents. Il y a le poids de l'histoire, il y a l'influence de la culture politique au sens général, dans laquelle j'inclus la mémoire collective et des traits de culture locaux. Et le 3e point, c'est le régime politique. Et il me semble, dans le cas de cette guerre en tout cas, quand on applique aux civils ces 3 paramètres qui se combinent de façon variée, on peut rendre compte de la diversité des comportements collectifs. Alors, je vais donc maintenant rentrer un peu plus concrètement dans le sujet en reprenant mon plan qui est globalement chronologique. Et je commence par les résistants à l'invasion. Là, il ne s'agit pas de résistance avec un grand R, car ce n'est pas clandestin. Les résistants à l'invasion défendent leur régime, défendent la République, pour ce qui est de la France, défendent la Belgique, si ça a été le cas en Belgique. Ces résistants à l'invasion, ils ont toute légitimité pour agir. D'abord, la Convention de Genève, qui est héritée des 2 conventions de La Haye, le dit spécifiquement dans l'article 2. Je vais le relire parce que c'est un débat juridique essentiel. La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser, c'est très important, sans avoir eu le temps de s'organiser, sera considérée comme belligérante si elle porte ouvertement les armes et respecte les lois et coutumes de la guerre. Et sera considérée comme belligérante, ça veut dire qu'elle sera traitée elle-même selon les lois et coutumes de la guerre et donc respectée au moment où la population en question sera faite prisonnier ou pas. Cet article, on peut dire, illustre directement ce qui se passe en mai-juin 40 en France. Et c'est une image que j'ai acquise comme tout à fait contraire à l'image qui circule dans la plupart des livres sur mai-juin 40 en France, qui sont décrits depuis l'époque de Vichy, comme cette période est décrite comme celle de la débâcle, avec toutes les connotations politiques et morales qu'accompagne ce terme. Et j'arrive à la conclusion qu'on ferait mieux de parler de défaite, parce que c'est certain que c'est une défaite, on est sûr de son terme. Et quant à la débâcle, elle a pu avoir lieu, mais en réalité, les analyses
me paraissent devoir être fortement nuancées. Pourquoi cela? Si on regarde au ras du sol ce qui se passe, on s'aperçoit que beaucoup de citoyens s'arment d'eux-mêmes pour faire prisonnier les pilotes qui tombent dans la campagne, au sol, dans la ville. Et cette résistance qui est parfois non organisée, parfois organisée, est également attestée par le fait que très tardivement et beaucoup trop tard, par un décret du 17 mai 1940, le gouvernement a organisé des gardes territoriales, c'est-à-dire des gardes civiques. Chaque commune devait en constituer une. Et avec qui? Ben avec les réservistes ou les jeunes, trop jeunes pour avoir été conscrits. Et ces gardes territoriales ont eu un grand succès. C'est-à-dire qu'au 17 mai 40, le gouvernement français n'était plus en état d'aller rechercher les gens chez eux pour les obliger à se mobiliser. Hein. Il faut voir le contexte. Et on voit dans les archives qui sont dispersées et qui ont été détruites pour une bonne part, qui pour une bonne part ont été prises par les Allemands et puis par les Russes, et puis ils sont revenus en France, on voit que ces gardes territoriales rencontrent un très grand succès. Il y a une mobilisation nationale à l'échelle locale qui est générale. Alors, je ne sais pas pour les départements du sud de la France, mais je l'ai vu pour le nord de la France. Des milliers de volontaires. Mais comme l'histoire a été ce qu'on sait, ces milliers de volontaires, la trace en a été perdue dans les semaines qui ont suivi, puisque l'invasion allemande est très rapide, hein, et bien avant l'armistice même. Et donc, il faut faire un travail d'archéologie, pour l'historien, c'est tout à fait passionnant, et qui permet de renverser, pas complètement, mais de renverser pour partie l'image d'une France en débâcle. Deuxièmement, en ce qui concerne les civils qu'on présente souvent comme en panique, fuyant peut-être lâchement le nord de la France, en vérité, ces civils sont en train de voter par les pieds. Ils ont déjà vécu 2 occupations allemandes, 1870-1873, 1914-1918. Donc, ils savent ce qui les attend. Et donc, très raisonnablement, en plus, les bombardements touchent aussi bien les installations civiles que militaires, les bombardements de la Luftwaffe, très raisonnablement, ils s'en vont. Mais comme ils s'en vont tous en même temps, ça provoque des encombrements et cela nuit aux opérations militaires, c'est sûr. Mais avant de parler de panique, je pense qu'il faudrait se référer à l'histoire de ces occupations et à l'histoire de ces populations qui, pour la 3e fois dans la vie d'un homme, subissaient une invasion. Là, c'est l'histoire et c'est la mémoire collective. Alors, je donne 2 exemples concrets. Alors, ici, dans l'ordre chronologique, ici, nous sommes probablement en septembre 40. Ce sont des photographies des Propaganda Compagnie allemandes. Hein. Vous voyez un soldat allemand qui se penche sur la tombe d'un aviateur allemand qui a été tué ici d'un coup de fusil, d'un fusil de guerre, d'une arme de guerre. Et pourquoi l'armée allemande se préoccupe de ce village? Parce qu'il impute la mort de cet aviateur aux civils du village. Et alors même qu'il est prouvé que c'est une arme de guerre qui a tué et que donc un soldat, un conseiller municipal du village est inculpé pour avoir tué un soldat. Et pour crime de guerre, parce que le droit allemand ne reconnaît pas l'article 2 des conventions de La Haye et de Genève. Et donc, il est considéré, ce conseiller municipal, comme un criminel pur et simple, et avec le qualificatif de franc-tireur. Donc, en droit, selon le droit allemand, qui a été transformé, qui est devenu le droit germano-nazi. Et voici, dans cette photo qui est là,
Vous avez toujours une photo des Propaganda Company. Vous avez le fameux conseiller municipal que vous voyez de dos. Et il est jugé, entre guillemets, dans un procès qui est en vérité une mascarade. C'est une mise en scène. Cette personne, en fait, a été faite prisonnière, a été envoyée à Gand, à la prison de Gand. Et là, on le ramène dans le village pour intimider la population et on le condamne à mort sur la place du village. Dans un cadre qui paraît champêtre, ce sont des officiers de la Luftwaffe, que vous voyez là, des juristes de la Luftwaffe, et qui sachent pertinemment qu'ils sont en train de monter un faux procès. Cet exemple montre que tout le village a bien effectivement été sur place quand l'avion allemand est tombé et a aussitôt essayé d'interpeller les aviateurs. Alors, l'un était blessé et il a été fait prisonnier. C'est lui qui a pu, à ses autorités, une fois qu'il a été libéré, raconter ce qui s'était passé. Et l'autre a été tué, probablement, donc, comme je disais, parce qu'il y avait des soldats qui étaient cantonnés sur place. Et il a été tué. Et comme cette histoire, on ne la connaît que par les sources allemandes au départ, on se dit, mon Dieu, ces Français sont d'horribles francs-tireurs. Bon. Le problème, c'est qu'on n'a pas la version française. Et que la version française, dans les bribes qu'on peut trouver là dans les archives départementales, elle est tout autre. C'est que celui qui a été tué, en fait, il était sorti menaçant, revolver au poing. Donc, il faut essayer de reconstituer la totalité de l'incident. Et c'est parfois difficile parce que, naturellement, dans les archives allemandes, on ne voit pas ça, on ne voit pas le comportement de l'aviateur allemand. Alors, je donne un autre exemple. Ici, vous avez, alors ça, c'est Plouguerneau, Finistère, 18 juin 40. La Wehrmacht est aux portes. La Wehrmacht arrive le lendemain à Brest. Donc, Brest est bombardé et un avion allemand est touché par la DCA et accomplit un atterrissage forcé. Tout le village accourt. Et ici, vous avez un lycéen qui monte sur l'avion et prend la pause. Oui. Donc, au 18 juin, la Wehrmacht n'est pas encore là. C'est une photographie libre. Hein, et ce n'est donc pas une photographie de propagande. Et le lendemain, la Wehrmacht arrive. Elle libère les 4 sergents et officiers de l'avion et qui racontent leur affaire. Et aussitôt, une rafle est opérée dans le village et les 4 hommes sont jugés en cour martiale et 2 sont condamnés à mort. L'un est exécuté le 28 juin, comme franc-tireur. Donc, méconnaissance de la Convention de Genève. Et alors, ce personnage est devenu assez célèbre parce que, d'après les bribes qu'on peut savoir dans les archives locales, ce n'est pas lui qui a donné des coups de pied à un aviateur. Bon. Et par ailleurs, c'était un père de 8 petits-enfants. Donc, c'était cruel et la mémoire locale ne s'en est pas perdue. Voilà. Voici donc 2 exemples de résistance à l'invasion parmi une série d'autres, mais qui sont peu connus. Dans les ouvrages d'histoire, en fait, il y avait une collègue, Gaëlle Eisman, qui a commencé à parler des gardes territoriales. Son ouvrage est assez juridique. C'est par cet angle-là qu'elle a parlé des gardes territoriales et du non-respect de la Convention de Genève. Et moi, j'ai essayé de voir le point de vue français et de croiser les deux. Et c'est comme ça que j'arrive à ce schéma. Ici, on a très clairement une population qui est sous l'influence de l'histoire, 3 invasions en l'espace de la vie d'un homme, de la mémoire collective, avec tout ce qu'on peut décliner comme stéréotype sur les Boches, la mémoire des occupations dans le nord-est de la France, la République, qui est le régime légitime qu'on défend, et qu'on défend parce qu'il y a aussi cette dimension culturelle française qui est le droit du peuple en armes.
l'une des dimensions de la citoyenneté, c'est la prise de l'arme. Dans la culture française, beaucoup plus, alors qu'en Allemagne, c'est peu dire, parce qu'en Allemagne, ça n'existe pas. Ou ça a un peu existé, mais ça a disparu. Et donc là, vous avez, si vous voulez, un melting pot de dimensions culturelles et politiques qui conduisent à cette résistance à l'invasion, et qui est écrasée dans l'œuf, si bien que, en fait, je crois l'avoir découverte. Personne ne la connaissait. Et cela peut renverser l'image de la France en mai-juin 40. Alors, je vais maintenant m'intéresser à l'Angleterre et d'abord à la bataille d'Angleterre, mais je dis tout de suite que les sources que j'ai pour la suite confirment l'analyse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement d'attitude des civils britanniques. Alors, en Angleterre, l'historiographie anglaise a connu la même évolution que la nôtre, c'est-à-dire que jusque dans les années 70, la littérature historique anglaise était très élogieuse à l'égard du peuple britannique et de ce qui s'est appelé la People's War, la guerre du peuple. Bien que le terme n'était pas très souvent employé pendant la guerre, mais après il s'est répandu. Donc la guerre du peuple, c'était la guerre noble, légitime, noble, et menée dans les règles de l'art, suivant les coutumes et les lois de la guerre, par le peuple britannique. Alors, dans les années 70, l'historiographie est devenue assez critique et la People's War a pris figure de légende dorée qu'il était temps de déconstruire. Bon, comme en France, la légende de la Résistance française méritait un examen plus critique. Et donc, avec mon sujet, je reprends ce débat. Est-ce que la manière dont les Britanniques accueillent les pilotes de la Luftwaffe est conforme au thème de la People's War, c'est-à-dire est-ce qu'ils s'en préoccupent, est-ce qu'ils agissent et est-ce qu'ils respectent, dans la mesure du possible, les lois et les coutumes de la guerre? Et la réponse de mon côté est oui. Je n'ai trouvé dans mes recherches qu'un seul cas de lynchage. Donc, lynchage, c'est une agression grave. C'est, encore une fois, pas une volée de coups de poing. Je pense qu'on est quand même en guerre. Voilà. Mais il y a un pilote, c'est ici, qui s'appelait Robert Tsebe, et tombé avec son dornier sur Londres. Et là, c'est près de Vauxhall, près de Kennington Oval. Il y a une aile ou la queue de l'avion même qui est tombée sur un pub anglais. Vous l'avez en photo, le 15 septembre 1940. Le jour qui maintenant s'appelle le Battle of Britain Day. C'est le jour de la bataille d'Angleterre, parce que ça a été très, très tendu ce jour-là. Et ce Robert Tsebe, arrivé au sol, reste plus ou moins accroché à un poteau qui se trouve près du terrain de cricket de Kennington Oval. Et il pend avec comment dire-t-on, les ficelles de son parachute. Et arrive une petite foule, c'est un dimanche, il y avait beaucoup de gens dehors, une petite foule, notamment avec des femmes, qui coupent le parachute et qui lui donnent des coups, alors selon les témoignages, des coups de tison, enfin des coups violents. Alors c'est ce que j'appelle un lynchage parce que Robert Tsebe est gravement blessé. En fait, il a été brûlé dans son avion avant de sauter et il a été blessé en sortant de l'avion. Donc, je considère que c'est un lynchage parce que c'est comment dire, porter des coups sur un blessé. Et là, il y a eu tout un débat sur la question de savoir si ce Robert Tsebe avait été lynché ou pas. Je crois pouvoir dire que oui, mais là aussi, en allant sur place chercher le registre du service de surveillance anti-avion, enfin contre-avion, local, dans le quartier en question de Lambeth. Et là, on voit un brave contrôleur local qui doit être un conseiller municipal noter qu'un pilote a été malmené par une petite crowd, une petite foule. Voilà. Donc, voilà un cas, mais c'est le seul cas que j'ai trouvé. Et
je dirais, il n'y a tellement pas d'histoire, puisqu'il ne se passe rien, c'est-à-dire que les civils prennent les pilotes et les remettent à l'armée, qu'il n'y a pas de source, ni dans les sources judiciaires, ni dans les sources militaires. Je n'ai eu pour toute source au départ que la presse qui mentionne assez souvent, surtout au début, c'est arrivé d'aviateurs au sol parce que c'est un événement, c'est tout à fait nouveau, ça ne s'est jamais produit. Mais, et dans les archives allemandes, où j'aurais dû trouver bien sûr des traces, s'il y avait eu mauvais traitement, j'aurais trouvé, de même qu'il y a des mètres linéaires d'archives sur les violences commises par les Polonais, par les Français, par les Soviétiques, il n'y a rien sur les éventuelles violences commises par les Britanniques. Donc, j'en conclus qu'il n'y en a pas eu. Et de ce fait, comment expliquer cela? Alors, il y a d'abord une politique gouvernementale qui m'a paru très astucieuse, que je traduis en lisant la presse, parce que les arrivées au sol d'aviateurs sont toujours présentées sous un mode humoristique. Ce n'est jamais dramatique. C'est toujours, voilà, il est tombé, cet aviateur, et il errait dans la campagne, et en fait, un civil qui dormait en maillot de bain près de sa piscine le voit arriver et le fait prisonnier. Vous voyez, une image cocasse. Voilà. Ou bien il est tombé, cet aviateur, il arrive avec son parachute dans une maison, et dans une maison parce que la maison a été ventrée. Oui. Et aussitôt survient une jeune fille de la maison qui arrive dans la pièce parce qu'elle a oublié de débrancher son fer à repasser. Donc, des anecdotes qui sont toujours drôlatique, vrai ou pas vrai, c'est voilà, probablement pas très vrai, mais qui ont pour but de calmer la population. Keep calm, keep calm. Et parce que, comme on sait, l'humour, pas toujours, mais l'humour, ça peut être une prise de distance. Et pourquoi fallait-il absolument maintenir au sol, si je puis dire, et sur place la population? C'était pour qu'il n'arrive pas en Angleterre ce qui s'était passé en France, c'est-à-dire ce déplacement énorme. On dit jusqu'à 8 millions de Français, et ça inclut d'ailleurs les Belges, les Luxembourgeois et quelques Néerlandais. Un déplacement de 8 millions de personnes, c'est bien sûr, ça entrave toute opération militaire. Voilà. Et ça, c'était un peu la terreur des Anglais. Alors, en conclusion, sur ce système anglais de fermeté dans le combat, puisque l'Angleterre ne s'est pas rendue, elle aurait pu traiter avec l'Allemagne, ça vient aussi de la population elle-même. Ça s'est vu aussi quand le 14 mai, 3 jours avant les Français, le gouvernement britannique a décrété la formation d'une Home Guard, ce qui allait s'appeler la Home Guard, ça s'appelait autrement. Le succès a été immédiat, c'est comme en France. En 6 semaines, il y avait déjà 1,5 million de membres de la Home Guard. Ça a même posé des problèmes parce que l'organisation n'était pas du tout prévue. Et donc, je crois que là, on a le cas d'une population qui remobilise, ça se voit dans la presse, ses souvenirs de la défense contre la Grande Armada, la défense contre l'éventuel débarquement de Napoléon. Hein, et donc, qui remobilise le sentiment national sur une base historique, et qui se mobilise elle-même sans pour autant prendre un comportement agressif à l'égard de ces pilotes de la Luftwaffe qui sont vus à travers la culture britannique. C'est un stéréotype, mais c'est ce qu'on voit dans la presse. Donc on joue dessus, qui voit dans ces pilotes britanniques des joueurs malchanceux. Voilà, bad luck, well done. Et donc on les accueille avec un certain, on dirait aujourd'hui, mais c'est de nouveau un stéréotype, avec un certain fair play. Alors, pas toujours, hein, il y a eu des coups de poing. Évidemment, il y a eu des coups de poing. Mais le fait est que je n'ai encore trouvé aucun témoignage de lynchage en Angleterre, à part cette étude que j'ai faite sur un cas. Et bien souvent, quand on parle de lynchage en Angleterre, par exemple là, ce ne serait pas un lynchage, ce serait un crime de guerre. Ça, c'est dans le Sussex. Et au bord de la Manche, un avion qui fait un atterrissage forcé sur la plage. Et il se trouve qu'à part le pilote, tous les membres de l'équipage étaient tués. Et le débat qui a existé à l'époque,
puis qui a disparu, qui a ressurgi dans la presse dans les années 70, c'était de dire ce sont des Home Guards qui les ont tués. Alors là, c'est un meurtre. On ne tue pas un ennemi qui est sans défense et quasiment prisonnier, ou sur le point de l'être. Et donc, il y a eu des journaux qui sont emparés de ce fait divers, jusqu'au jour où un historien amateur a retrouvé le pilote qui était vivant, toujours. Ça doit être dans les années, c'est plus tardif, c'est peut-être 80, dans les années 80. Et le pilote a pu raconter ce qui s'était passé. Et il raconte très bien, et d'ailleurs on peut aussi le croiser avec les combat reports, les rapports de combat que font les pilotes britanniques une fois au sol. On voit très bien ce qui s'est passé. Son avion a été attaqué à plusieurs reprises, et en fait, les membres de l'équipage sont morts un à un. Et quand il a atterri, ils étaient déjà tous morts. Et il n'y avait que le pilote. Et donc, il n'est pas question de Home Guard qui assassine pratiquement de sang-froid des aviateurs dans une carlingue. Voilà. Et je crois que cette réussite anglaise tient beaucoup aussi, non seulement à l'histoire parce que l'Angleterre n'a jamais été envahie, et en tout cas pas par les Allemands. Donc, c'est une autre atmosphère. Et c'est aussi lié au maintien de la liberté d'expression. Et ça, pour un Français, ça surprend parce que les communistes britanniques continuaient de publier leurs journaux, les pacifistes continuaient de faire leur propagande, et on était en pleine guerre mondiale. Et pourquoi j'apporte cet élément? C'est que cet élément est par lui-même un frein au comportement outrancier, si vous voulez, excessif. Parce qu'on sait que mon voisin de palier est peut-être pacifiste et l'autre là-bas, il est communiste, et il va me dire que j'assassine un brave ouvrier, encore que des ouvriers dans la Luftwaffe, il n'y en avait pas beaucoup. Mais enfin bon, donc voilà. Et c'est donc ces caractéristiques, le régime politique qui se maintient, qui fait en sorte, je vais vous donner un exemple, est-ce qu'on voit? Oui, ma photocopie n'est pas très bonne. C'est un journal local du Kent, le Kent qui était la région anglaise qui recevait le plus d'aviateurs. Et vous voyez, alors le jeu sur l'humour, le jeu conscient, c'est l'utilisation d'un stéréotype national, British humor, bomb-proof against white Nazi raids. Et je voudrais attirer votre attention sur le terme nazi, qui était aussi une façon de calmer la population. Parce que nazi, c'était une nouveauté. Et ça permettait de rapporter les événements à un régime politique récent, et non pas à une tradition ou à une essence supposée germanique. Voyez. Et donc, c'était une manière de calmer. Tandis que dans la presse française, vous ne voyez pas le mot nazi. Il n'y a que des Allemands. Et ce qui rapporte aussitôt le lecteur aux invasions passées et à l'histoire conflictuelle. Donc, pour moi, le civil britannique est bien un élément positif de la People's War. Et autre élément de la propagande, ce n'est pas du tout, comment s'appelait-il, le bulldog britannique. Pas du tout. C'est un homme tempéré, voire un peu dominé comme sur ce dessin comique de Strauber, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un cartooniste assez connu à l'époque. Et on voit que le mari est tout petit, il est plus petit que sa femme, c'est voulu, il porte un casque et sa femme lui demande comment ça va là-haut. Et il s'agit non pas des avions ou des destructions, mais il s'agit de la courge que le mari cultive sur le toit de l'abri Anderson. Et donc, le mari est relativement ridiculisé. Voyez, on n'est pas du tout, ni même dans l'imagerie du colonel Blimp. Et pour ma part, je trouve que ce petit cartoon est assez révélateur de l'image de l'homme, du civil britannique à l'époque en Angleterre. Alors, je regarde ma montre. Donc, j'ai encore... je vais passer maintenant à la France occupée.
et à, en fait, l'aide aux aviateurs alliés, qui est l'une des sources de la résistance. Curieusement, ou peut-être pas curieusement, mais ce serait un chapitre à ouvrir, cet aspect de la résistance française a été moins travaillé jusqu'à présent. Et c'est pourquoi je l'ai fait avec intérêt et même une certaine surprise. Ce qui m'a amené de ce côté-là, c'est l'excellence, alors là c'est miraculeux, des sources. Et c'est miraculeux puisque ce sont des sources qui sont produites au moment des faits. Il n'y a donc aucune romance ultérieure, si vous voulez, et c'est produit au moment des faits. Et c'est contrôlé parce que cela vient des témoignages des aviateurs qui ont réussi la performance de s'évader d'Europe continentale. Ils arrivent en Angleterre. Ils sont évidemment aussitôt débriefés par l'armée. Et ils savent que dans leurs propos, que leurs propos vont servir aux futures évasions de leurs camarades. Et donc, ils n'ont pas intérêt et ils n'ont certainement pas l'envie de raconter n'importe quoi. Et en plus, de toute façon, c'est sous forme d'interrogatoires qu'ils sont débriefés. C'est avec des cartes, autant de contrôle que possible. Et donc, j'ai les presque 6000 débriefings d'aviateurs et soldats alliés qui ont pu s'échapper de l'Europe continentale entre 40 et 45. Et c'est presque heure par heure. Par moment, c'est heure par heure. Par moment, ça va un peu plus vite. Et les localités sont pointées. Et il y a même une feuille sur les helpers, donc ceux qui aident. Alors, cette feuille, elle est en général, là, elle a le mérite d'exister, mais elle est de mauvaise qualité parce que les aviateurs ne parlent pas le français. Bon, donc les mots sont très déformés, le nom des localités aussi. C'est un peu compliqué de s'en servir. Mais heureusement, avec ces informations, les Alliés, après la guerre, sont venus dans toute l'Europe pour recenser les helpers. Et donc, j'ai les recensements faits entre 44 et 47 de toutes ces personnes qui ont pris le risque, puisque c'était un risque de mort, d'aider. Et le recensement est d'ailleurs incomplet, forcément. Mais donc, j'ai simplement pour dire, j'ai une information d'une qualité extraordinaire quand il s'agit de faire de l'histoire sociale au ras du terrain, hein, non pas à travers les organisations, mais en partant directement des individus. Et je voudrais alors vous montrer cette carte-ci que j'affectionne. J'ai quelques cartes que j'aime beaucoup. Ici, vous avez simplement les localités traversées par des soldats ou aviateurs alliés en fuite, voyez, et donc aidés par les populations locales. Et ça ne dit pas le nombre d'aviateurs, de soldats, parce que c'est uniquement une localité, un point. Donc s'il y en a 100 ou 1, c'est toujours un point. C'est juste géographiquement. Et donc on voit très bien que la Belgique et la France et un peu les Pays-Bas sont les pays les plus où ces migrants, ce sont des jeunes migrants de 21, 22 ans, sont les plus nombreux. Et l'Italie c'est un cas particulier. L'Italie, là, ce qu'on voit, ce sont les soldats qui avaient été faits prisonniers en Afrique, en Libye notamment, et dont les camps de prisonniers étaient restés en Italie. Et en septembre 1943, quand l'Allemagne nazie envahit, ils s'échappent. Et la population les accueille à bras ouverts. Et ça se passe même très très bien parce qu'en Italie, pour des raisons économiques évidentes, beaucoup d'Italiens, même dans des villages perdus, parlaient l'anglais. Et ce qui n'est pas le cas en France. Et en France, il y avait des problèmes de langue assez fréquents. Donc voilà, ça c'est une image d'une Europe traversée de migrants d'un caractère particulier. Et là, c'est le film des événements. Et vous avez 1940 en haut, et là on voit très bien qu'en 1940, c'est les soldats britanniques. Les soldats britanniques qui sont cachés, et vous voyez même
là, si vous la connaissez, la ligne de démarcation, comme ceci, et la vallée du Rhône, parce qu'ils descendent la vallée du Rhône vers Marseille, et ensuite ils vont à Perpignan et passent les Pyrénées. Bon, ça paraît très simple à dire, c'est beaucoup moins simple à faire. Et alors, en 1941, les soldats britanniques ont réussi un peu à s'évacuer. D'ailleurs, la courbe d'évacuation des soldats britanniques, on la voit, ça trace une droite de 40 à 44 sur un schéma. Et en 42, alors, ce sont les aviateurs qui deviennent de plus en plus nombreux. Vous voyez que c'est le moment, le pic, si je puis dire, c'est 43. Parce que là, ce sont des années civiles que vous avez. Donc en 44, déjà, la France, en fait, est en partie libérée, donc ça fait moins de monde. Mais, et puis en 45, ben, il y a plus que les pays encore occupés, la Hollande et puis l'Allemagne. Ces cartes montrent, je crois, assez bien l'ampleur de l'aide fournie par les populations de Hollande, de Belgique et de France aux aviateurs et aux soldats alliés. Pour la curiosité, le séjour en France, séjour entre guillemets d'un soldat ou aviateur allié qui a réussi à s'échapper, je ne peux pas le calculer pour ceux qui restent sur place sans s'échapper, est de 87 jours. Donc 87 jours à manger 3 fois par jour, à réclamer des habits civils pour pouvoir se cacher, ça pèse sur une économie domestique. Et ça pèse au niveau de la France entière, ça n'est pas anodin. Hein. On peut voir l'aide aux alliés comme aussi un service d'entraide économique. Car ces alliés, quelquefois, ils ont un petit peu d'argent avec eux, mais de toute façon, pas assez pour manger, se loger et voyager. Donc, c'est bien qu'ils avancent portés par la population civile. Les Alliés en France ont reconnu 34 000 helpers, mais à chaque fois qu'on me parle d'une commune ou d'autre, et je vérifie, il manque toujours des helpers dans la liste. Donc, c'est beaucoup plus que 34 000. Mais 34 000 reconnus, c'est déjà consistant. Alors, il faut aussi considérer que là, c'est une aide qui est très coûteuse en termes de liberté et même de vie, puisque dès l'été 40, l'hébergement des Anglais, au début c'est les Anglais, est puni de mort. Là, il n'y a absolument aucun doute. Et les civils le savent, parce que ces affiches, dès qu'il y a les Allemands ont connaissance d'une chute d'avion ou de la présence de soldats, ils affichent, au début, c'est ça. C'est-à-dire seront fusillés. Voilà. Après, la liste des pénalités, si on peut dire, s'allonge. Après, il y a seront fusillés ou déportés, les femmes aussi, et ensuite le grade supérieur, ça a été en 42, les enfants seront placés en maison de surveillance et une prime est donnée à celui qui dénonce. Donc, le système de répression se renforce. Et au total, de France, 4000 Français, hommes et femmes, vont être déportés en camp de concentration pour aide aux Alliés. C'est donc une action tout à fait risquée qui suppose un sentiment de citoyenneté et de solidarité avec les Alliés aigu. Ce n'est pas de l'aide humanitaire comme quelquefois on le voit, c'est de l'aide politique, au sens où la politique, c'est la définition d'une ligne entre l'ami et l'ennemi. Je voudrais peut-être aussi vous montrer cette affiche-là. Voilà. Donc, il y avait les avis généraux et puis génériques, et puis il y avait les avis individuels qui annonçaient la mort de ceux qui avaient aidé les Alliés. Alors, on ne peut pas, comment dire, trop simplifier la situation. C'est-à-dire que l'aide était systématique et les Alliés le savaient et c'était même écrit dans les manuels d'évasion et dans les cours d'évasion qu'on leur donnait avant de partir au combat. Mais bien qu'elle soit systématique, elle suscitait souvent des discussions. Il y avait des hésitations parce que le risque était très grand. Et il arrivait que dans une commune,
l'un ou l'autre habitant préfère livrer un aviateur plutôt que prendre des risques pour sa famille. Et c'est arrivé, j'ai en tête un très bon exemple, c'est l'exemple de d'un pilote qui s'appelait Donald Barnard, qui était un Anglais, et qui est tombé dans la nuit du 16 au 17 septembre 1942 dans le Pas-de-Calais. Et ils étaient 5 dans l'avion. Lui n'a pas pu sauter parce qu'au moment où il allait sauter, il a vu que l'avion prenait un tour dangereux et il est revenu aux commandes pour stabiliser l'avion et du coup, c'était trop tard. Mais ils ont tous survécu et 3 d'entre eux ont réussi à rejoindre Londres. Ouais. Et sont arrivés à Londres en janvier 1943. Vous voyez, c'est d'ailleurs exactement le temps moyen, c'est à peu près 2-3 mois, 3 mois plutôt. Et 2 autres ont été faits prisonniers. Et c'est très intéressant de savoir comment ils étaient faits prisonniers, parce que ça montre justement la complexité et la discussion au sein de la société. Alors l'un est fait prisonnier parce que, alors, il faudrait entendre son témoignage, je ne l'ai pas, je n'ai qu'un témoignage. Et il est arrivé en uniforme, enfin il était dans ses habits de pilote dans un village, il ne s'est pas caché du tout. Les enfants étaient dehors et ils ont crié « un pilote anglais, un pilote anglais ». Et du coup, si vous voulez, c'était trop public et les familles en question n'ont pas osé le cacher. C'était trop tard de cette façon. Et l'autre cas est plus complexe. 3 des pilotes étaient tombés près d'un même village. 2 ont aussitôt été cachés dans 2 familles distinctes du village. Et pour le 3e, il y a eu hésitation parce que c'était le fils du maire dans son champ qui voit arriver ce pilote anglais. Or, il savait que la mairie, le conseil municipal venait de discuter de cette question. Est-ce qu'on cache ou est-ce qu'on ne cache pas? Vous voyez, c'est intéressant. En 1942, on se pose la question. Et la réponse avait été, ben non, on va plutôt livrer aux Allemands. Voilà. Et donc, le fils du maire qui était au courant, qui était dans le champ, qui voit arriver un pilote anglais, commence par envoyer, je ne sais plus qui, à son père en disant « qu'est-ce que je fais ?» Voilà. Bon, alors le père arrive, tout ça, ça fait des allées et venues, tout le village est au courant. Et du coup, le maire, influencé par le débat qui vient d'avoir lieu et influencé par l'idée que si tout le monde le sait, il ne peut pas vraiment cacher. Donc, ce pilote-là a été livré aussi. Mais quelque temps, je crois 1 semaine après, la grange du maire a brûlé avec toutes les récoltes, ou une bonne partie des récoltes. La rumeur s'est répandue que c'était pas absolument un hasard. D'autant plus que le maire a eu la mauvaise idée de demander une indemnité aux Allemands, qu'il a eu. Voilà. Donc, du coup, à la Libération, le maire a eu quelques ennuis. Voilà. Pas plus que ça. Ouais. Enfin, il a quand même été un petit peu inquiété. Mais je trouve que cette histoire que j'ai pu reconstituer grâce à un historien local, enfin, avec des archives, mais aussi, montre assez bien que quand une population agit toute dans un sens, en vérité, la décision tombe in fine dans ce sens-là, mais il y a eu quand même des hésitations. Voilà. C'est un moyen de ne pas essentialiser une population qui reste toujours diverse. Alors, je vais terminer sur l'Allemagne. Et là, je crois que je ferai la dernière de mes séances, ce sera surtout sur l'Allemagne, donc je peux me permettre d'aller un peu plus vite. Ces lynchages en Allemagne, ces lynchages en Allemagne, voilà des Américains qui font l'enquête. La source, c'est celle-là. C'est les Alliés après la guerre font des enquêtes pour crimes de guerre. Et là, c'était très simple, parce que le crime de guerre était défini depuis 1899. C'est-à-dire qu'on ne maltraite pas un prisonnier de guerre. Parce que chez les Allemands, ce n'étaient pas des civils qui agressaient des pilotes, c'était pas toujours des civils qui agressaient des pilotes tombés au sol, ça pouvait être le cas, mais c'était aussi des agressions de pilotes encadrés par la Wehrmacht ou la Luftwaffe, et que les civils allaient attaquer. Et l'armée ne réagissait pas. Et donc là, vous avez l'enquête qui a été faite pour le lynchage meurtrier
de 6 aviateurs et plus 2. Et comment connaît-on assez bien l'histoire? C'est parce que 2 n'ont pas été lynchés à mort, ont pu s'échapper de la charrette où ils avaient été empilés, où les corps avaient été empilés. Et donc ces 2-là ont pu témoigner. Mais de toute façon, l'armée américaine avait repéré cette histoire en arrivant sur place. Ces lynchages sont très spécifiques, à mon sens, car ils ont souvent pour ressort les caractéristiques de l'idéologie nazie. C'est-à-dire qu'on lynche au son de sales juifs ou de sales nègres. Parce que depuis 1943, vous le savez, l'armée américaine avait des Noirs parmi ses pilotes. Pas beaucoup, très peu. Mais les pilotes noirs, il y en avait. Et ils tombaient plutôt au sud de l'Allemagne parce qu'ils venaient d'Italie. Mais il y avait aussi des pilotes simplement bronzés ou d'origine pakistanaise ou autre, et qui passaient pour noirs aux yeux de l'Allemand nazifié. Et donc, ces violences, ce ne sont pas des violences de la colère, comme jusqu'à présent le peu de livres qui ont examiné la question l'ont dit. Il y a forcément de la colère à cause des bombardements intenses, mais c'est un acte de soutien au régime national-socialiste. Voilà, c'est ma thèse dans le livre. Ce sont des lynchages nazis, allemands, on est en Allemagne, ce sont des lynchages nazis et qui montrent, à mon sens, parce qu'ils sont répartis sur toute l'Allemagne, qui montrent la nazification de la société. Et ce n'est pas, si c'était la colère populaire, comme on le voit écrit assez souvent, ce serait logiquement concentré dans les zones à fort bombardement. Et ce n'est pas le cas. Il y a bien sûr des lynchages dans les zones fortement bombardées dans l'ouest de l'Allemagne, mais il y a des lynchages partout. Et par conséquent, j'en déduis que c'est une action, c'est le produit du régime et c'est en même temps une marque de soutien au régime qui encourageait ces lynchages à partir de 1943. Ils les encourageaient secrètement parce que si l'Allemagne, comme elle l'envisageait, répudiait publiquement la Convention de Genève, les Alliés risquaient à leur tour de se comporter différemment avec les prisonniers allemands. Donc là, il y avait un phénomène de rétorsion possible qui fait que, après avoir hésité et en avoir débattu à 2 reprises, la Wehrmacht a décidé qu'elle ne répudierait pas la Convention de Genève parce que de toute façon, comme l'écrit le chef d'état-major, les civils s'en chargent. Donc, pas de problème. Et c'est ainsi d'ailleurs que le plus grand nombre de lynchages que j'ai pu noter, c'est mars 1945, un moment où déjà une partie de l'Allemagne est envahie, mais il y a de plus en plus de lynchages, de plus en plus d'adhésion, à mon sens, à l'idéologie nazie, de soutien à Hitler, contrairement à ce qu'on dit parfois, que le soutien à Hitler a faibli en raison des bombardements. Je crois que c'est exactement le contraire et qu'au 8 mai 1945, on a une Allemagne extrêmement nazifiée. Et ça ne se disperse pas dans l'air du jour au lendemain. Et là, si vous voulez, pour l'Allemagne, c'est vraiment le régime politique qui est déterminant. Alors que pour la France occupée, il est vraiment très intéressant de voir que ce soit Vichy ou les nazis n'ont aucune influence. Les Alliés sont cachés. Et là, c'est vraiment la culture politique qui fait agir la population. Alors, pour terminer, je voudrais simplement terminer sur les civils et montrer qu'avec ce livre, je vois des civils qui sont en guerre. Ce sont des combattants. Ce ne sont pas des victimes, ça peut être aussi des victimes. Mais ce sont essentiellement des combattants. Ce sont des individus qui ont un projet politique et qui ne sont pas soumis aux événements. Ils subissent les événements, mais ils se sont des acteurs de plein régime. Et ceci pour m'inscrire un peu en faux contre une tendance, mais je crois que c'est en train de disparaître, de mes collègues historiens, à ne chercher que les victimes dans l'histoire. Parce que s'il n'y a que des victimes, ben, on ne comprend plus pourquoi il y a des guerres, parce qu'il n'y a plus de camps.
Et s'il y a plus de victimes, s'il n'y a que des victimes de bombardement, des victimes d'une invasion, des victimes d'un autre bombardement, d'un autre type en Angleterre, il n'y a plus d'enjeu et la guerre n'a plus de sens. Voilà. Mais il se trouve que, en tout cas, la Deuxième Guerre mondiale avait du sens. Et en l'occurrence, on voit très bien que les civils de base, monsieur et madame Michu, avaient parfaitement compris l'enjeu. C'est ma conclusion. Merci. Merci beaucoup, Claire, pour cette première conférence dont j'espère qu'elle convaincra le public qu'il faut surtout revenir pour les 3 conférences qui suivent. Nous avons quelques minutes pour poser des questions. Bien entendu, si vous voulez vraiment approfondir l'une ou l'autre question, il faudra revenir. Mais je vous cède volontiers la parole pour quelques premières questions, questions, réactions par rapport à cette première présentation. Et je vais donner la parole à Agnès Grachefa, qui est d'ailleurs la responsable de la future Maison des Résistances à Anderlecht, qui est une refonte du musée de la Résistance. Donc Agnès, tu as la parole. C'est à propos de c'est à propos de l'aide apportée aux parachutistes alliés sur le sol français et du nord de la France. Donc, ça concerne également un petit peu le cas belge, si on peut dire. J'ai compris que vous vous étiez basé sur les sources anglaises et américaines, mais avez-vous également mobilisé les sources des réseaux de résistance, pour dire large, français et belges? Parce que pour les Français, je ne sais pas, mais en tout cas en Belgique, les réseaux ont produit également beaucoup de documents qui permettent de suivre le parcours de ces aviateurs et de reconstituer la liste des helpers, pour reprendre votre terme. Je ne crois pas qu'en France, les réseaux d'évasion aient produit beaucoup de documents. Je pense que... je connais bien sûr les réseaux d'évasion et j'ai surtout travaillé dans les dossiers individuels et les dossiers un peu, les historiques, si vous voulez, de réseaux sont pour moi pas très intéressants. C'est de l'histoire des organisations, on a besoin de connaître, c'est important, mais en fait, une organisation, l'organisation d'une entreprise, c'est quelque chose qui est assez constant. Je veux dire, pour les problèmes d'organisation, c'est un peu universel. Et je trouve quand on est dans l'histoire des organisations, on n'est pas dans le spécifique. Et c'est pour moi plus important de voir comment les individus réagissent. Et c'est ce que j'ai fait à travers les dossiers individuels. Mais les dossiers de réseau, le peu que je n'ai vu, en tout cas pour ce qui concerne la France, c'est pas bien intéressant. Parce que ce sont des récits d'après-guerre. Hein, voilà, ce que j'ai vu en tout cas, vous voyez, c'est pas ce que vous avez vu. Moi, j'ai vu des récits d'après-guerre par soit des leaders de réseau, mais les leaders de réseau sont souvent disparus en camp de concentration, donc par des adjoints, d'adjoints. Ça entraîne toutes sortes de disputes parce que d'autres membres de réseau disent ah mais non, c'était pas ça, mais c'était ci, etc. J'ai pas, voilà, je me demande s'il y aurait peut-être une spécificité du côté de la Belgique, euh, parce que je ne vois pas de dossier vraiment intéressant. Merci beaucoup. D'autres questions, notamment aussi des étudiants. Cette chaire est organisée ici à l'université dans cet horaire parce que c'est aussi pour vous. Donc, réfléchissez le temps que je passe déjà la parole à Chantal Kestlot du CGSOMA.
Juste une petite question, je voudrais réagir sur l'Angleterre, où vous dites, au fond, le ressort de l'humoristique aurait pour objectif de calmer la population. Et je me demandais, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer que ce ressort humoristique aurait pour objectif, au fond, de minimiser l'ennemi, de se dire, ben, au fond, vous voyez, ils ne sont pas si forts que ça, ils viennent s'écraser, et donc finalement, ben, nous allons pouvoir résister parce que ce n'est que ça. Oui, je pense aussi, oui, tout à fait. Surtout si un pilote de la Luftwaffe peut être arrêté par une jeune fille qui vient éteindre son fer dans la cuisine, c'est donc, franchement, c'est pas sérieux. En plus, après, dans la suite de l'histoire, elle l'enferme dans la salle de bain. Enfin, donc, effectivement, c'est une façon de prendre à la légère une situation qui était quand même dramatique parce que l'éventualité que l'Angleterre soit envahie en, en 40, elle n'était pas fantaisiste. Et même en 41, au moment du deuxième Blitz, les Anglais ont de nouveau eu assez peur. Après, peut-être moins. Parce qu'après, il y a l'attaque de la Russie, donc ça déplace le sujet. Mais en effet, c'était aussi pour minimiser la gravité de la situation. Voilà. Ça concerne les réseaux qui ont aidé au sauvetage de ces aviateurs. Je me suis rendu plusieurs fois en France à des commémorations du camp de Bellande au centre de la France, où on a réussi à sauver 120 aviateurs anglais, canadiens et de différents pays. Et là, j'ai découvert des documents et on a rencontré des survivants qui étaient venus du Canada et de Nouvelle-Zélande. Et tous ces témoignages existent et déjà, j'ai préparé quelques documents que je vous donnerai tout à l'heure. Mais je pense que là, il y a parmi les réseaux belges ont tout à fait contribué à cette action de sauvetage, notamment le réseau Comet, dont la présidente est ici près de moi. Voilà, je vous documenterai. Merci beaucoup. Tant qu'il y a moyen. Au sujet, moi, c'est des petits détails que enfin, c'est peut-être ma façon d'être, je ne sais pas. Mais vous dites, par exemple, qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui ont donné de l'aide, de l'aide spontanée, de l'aide de la population. Et vous appelez ça de l'aide politique, parce que c'est les amis contre les ennemis. Mais moi, d'après les témoignages que j'ai entendus de tous ces gens, des Belges, parce que là, en France, je suppose que c'est la même chose, c'était plutôt de l'aide spontanée qui venait de jeunes de 16, 17 ans qui ne pensaient pas à politique, ennemi. Bon, et ils voyaient juste qu'ils ne pouvaient plus rien dire, qu'ils étaient envahis. Et c'était vraiment de l'aide spontanée qui les sentait se sentir plus libres. C'était le naturel, quoi. Voilà, moi, je ne grouperais pas ça dans un contexte beaucoup plus comme vous faites là. Moi, j'admire votre travail, mais je ne suis pas sur la même longueur d'onde, quoi. Voilà. Et je vous remercie, madame, pour cette remarque qui me touche tout à fait parce que ça correspond à une difficulté d'expression autour du mot de politique. Le mot politique, et je crois deviner que c'est en Belgique comme en France, c'est un mot qui repousse. La politique, c'est les querelles partisanes. Voilà. La politique, c'est quelque chose de très noble, de très essentiel. Et justement, cette spontanéité, elle ne vient pas de nulle part. Je pense que les jeunes dont vous parlez, ils ne se sont pas précipités pour aider les pilotes de la Luftwaffe qui tombaient aussi en Belgique, parce qu'il y avait des combats. Et donc, c'est une aide qui est ciblée. Et c'est une aide qui a un sens particulier. Il s'agit d'aider ces pilotes à reprendre le combat. Il s'agit de libérer, vous l'avez dit, la Belgique. Et libérer un pays occupé, pour moi, c'est une action
politique au sens noble, vous pouvez l'appeler aussi, mais en France c'est compliqué, une action civique. Oui. Mais le terme de civique, alors en Belgique je ne sais pas, mais en France, civique, civisme, ce sont des expressions qui ont été longtemps connotées et accaparées par une droite très militante et peut-être pas très démocratique. Voilà. C'est pourquoi je n'aime pas trop parler d'action civique. Mais alors, aux États-Unis, alors par contre, aux États-Unis, c'est ça, c'est le mot, c'est civic. Il n'y a pas de souci. Alors, en Belgique, je ne sais pas. Mais vous avez tout à fait raison de soulever la question. On a un problème de vocabulaire. Au niveau du vocabulaire, en tout cas en Belgique, il y a le terme juridique d'incivique pour caractériser la collaboration. Mais il y avait une autre question. Je vous passe le micro. Vous décrivez que le régime politique, l'ambiance politique influence le comportement des populations. Vous comparez l'Allemagne et les autres pays. Qu'est-ce que ça nous apprend sur les perspectives d'une éventuelle réconciliation ou pacification en Ukraine et en Russie maintenant? Qu'est-ce que vos travaux peuvent nous apprendre sur l'après la guerre? Alors, ça me met aussi sur la entre guillemets, réconciliation franco-allemande. C'est aussi ça le sujet. Alors, je ne sais pas si madame sera d'accord avec moi. Pour moi, l'essentiel, c'est le régime politique. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a la démocratie, de part et d'autre du Rhin, de part et d'autre du Don, si c'est le Don qui sépare la Russie de l'Ukraine, la question de l'entente ne se pose plus. On respecte le droit des peuples, on respecte la liberté d'expression, on permet aux Ukrainiens plutôt aux Russes qui habitent en Ukraine de parler le russe et aux Ukrainiens qui se trouvent en Russie de parler l'ukrainien, etc. Donc, à partir du moment où il y a démocratie dans les deux pays concernés, la question de la réconciliation, pour moi, je dirais même, elle n'a pas lieu d'être. C'est pas une question. La question, c'est on obéit à des principes de relations humaines ou pas. Et donc, les relations sont conçues sur un mode démocratique. Savoir si on se réconcilie ou pas, c'est secondaire. C'est sonder les reins et les cœurs. Et pour ma part, je ne vois pas comment on peut se réconcilier avec le régime nazi, qui a commis le plus grand crime de l'histoire de l'humanité. Ils n'ont pas fait mieux. On n'a pas encore, c'est insurpassé. Pourtant, il se passe beaucoup de choses. Donc, voyez-vous, c'est comme ça que l'idée de réconciliation franco-allemande, je pense que c'est une fausse piste. L'essentiel, c'est que l'Allemagne soit devenue démocratique et que nous aussi, on le soit redevenu. Oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, Claire. Merci à tous ceux présents ici et merci surtout de prendre note que ceci n'a été que l'amorce d'une discussion qui se prolonge. Et donc, nous avons en effet 3 jeudis de suite l'occasion d'approfondir ces questions avec Claire Andrieux. L'auditoire est autre, les AY. Si vous vous situez un peu sur le campus, vous vous trouvez sur l'avenue centrale, l'avenue Paul-Léger, la bibliothèque Grand Triangle Blanc. Vous dépassez la bibliothèque, il y a un petit patio. Au fond de ce patio, dans la partie ancienne de l'université, se trouve l'aile AY. Et donc là, c'est dans le AY 212. C'est les bâtiments de cette ancienne faculté de philosophie et lettres où cette chaire a commencé. Mais donc, c'est l'occasion d'écouter Claire Andrieux pour 4 conférences, mais la chaire est aussi liée à un prix parce que nous voulons honorer et distinguer aujourd'hui une historienne pour l'immense mérite de ce livre que je vous conseille tous et que vous avez déjà en partie pu découvrir à travers sa présentation. Je vais donner la parole à Baudouin Welg pour conférer le prix Baron Welg à Claire Andrieux. Oui, merci Peter.
Merci beaucoup pour cette conférence extrêmement intéressante. J'avais lu votre livre, mais c'est un plaisir d'entendre en condensé les éléments principaux et c'est assez épouvantable en fait de voir comme les gens peuvent être influencés négativement par le régime qui les contrôle et aussi comme le courage remonte à la surface lorsque les gens ont le droit d'être eux-mêmes, je dirais. Et pour répondre à la question ukraino-russe, j'ai compris que ce n'est qu'un changement de régime fondamental russe qui pourrait faire que les choses changent sur la durée dans les relations qu'on peut avoir. Espérons que ça se passe rapidement, mais ça ne sera pas si simple que ça. Ceci dit, la science vainc les ténèbres, c'est la devise de cette université. Et je pense que votre exposé était remarquable parce qu'il était clairement scientifique. Et cela fait un grand plaisir de se rendre compte que les historiens, c'est pas seulement des histoires qui sont racontées, c'est également des recherches carrément scientifiques qui permettent parfois de renverser d'ailleurs ce qu'on avait cru être la vérité pendant longtemps. Donc merci beaucoup, bravo, et c'est avec plaisir que je vous remets ce diplôme. Et nous avons maintenant le plaisir de tous vous convier à un verre d'amitié qui est servi dans le petit réfectoire. Donc, vous êtes vraiment tous très chaleureusement invités. Ne courez pas, c'est l'occasion de continuer nos discussions de façon tout à fait amicale. Merci beaucoup. L'ambassade est tellement triste.